Bonsoir à tous, merci encore de me recevoir sur le Libre TeamSpeak pour la deuxième fois. Donc si tout le monde a ouvert le lien, on va pouvoir commencer directement. Alors on va parler ce soir, en fait je vais essayer de vous expliquer de manière objective et primaire ce qu'est le mécanisme européen de stabilité qu'on essaye de mettre en place en ce moment. Vous devez avoir entendu parler de ça dans les médias. Et notamment, on va parler, pour bien comprendre, on va commencer par parler du Fonds européen de stabilité financière, c'est-à-dire le FESF dont on parle aussi souvent. Donc au sommaire, en première partie, je vais essayer de me présenter, je vais essayer de parler de la méthodologie que j'ai utilisée donc pour faire ce travail. Je vais aussi vous parler de mon objectif pour ce travail, donc qu'est-ce que je recherche. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'historique un peu, mais très vite fait, de la crise européenne. On va voir quelques notions de base, même si pour économiser du temps, je ne vais pas non plus m'approfondir là-dessus. Et enfin, on va pouvoir comprendre ce qu'est le Fonds européen de stabilité financière, donc comment ça marche, sa structure, son fonctionnement, les instruments dont il dispose, et le détail des programmes qui sont en cours, notamment au Portugal et en Irlande en ce moment même. Et ensuite, on pourra aborder avec sérénité donc le traité qui a été signé dernièrement et dont les médias n'ont pas beaucoup parlé, qui est le traité établissant le mécanisme européen de stabilité. C'est le mécanisme en fait qui doit reprendre en fait le relais du FESF une fois que le FESF ne sera plus en service. Donc on pourra faire une petite conclusion pour résumer le tout, quelques ouvertures, et en fin du document, vous pourrez trouver des liens pour avoir plus de détails. Alors, à la diapositive suivante. Donc je me présente, moi je m'appelle Lior et je suis auteur sur le blog de la théorie du tout. Et je suis un simple citoyen, donc je ne suis pas juriste, je suis pas financier, pas économiste. J'en profite donc également pour dire que si certains s'y connaissent en finance, etc., et voient que j'ai peut-être commis une petite erreur ou une approximation, n'hésitez pas lors de la séance de remarques et de questions à la souligner. Ensuite, en ce qui concerne la méthodologie, ben, comme d'habitude, j'ai essayé de m'inspirer de la doctrine Pierre Hillard, quoi, c'est-à-dire analyse de documents gouvernementaux. Donc tout est officiel, des documents donc nationaux et européens. Et aussi, une large partie de cette étude se base sur la documentation officielle du FESF qui se trouve sur leur site web à la partie médias. Et vous avez une foire aux questions où répondre à peu près à toutes les questions. Donc l'objectif donc de tout ce travail, puisqu'il y a aussi les articles beaucoup plus détaillés sur le blog, l'objectif de tout ce travail, c'est une explication objective et primaire, c'est-à-dire que je vais vous donner les éléments pour comprendre comment ça marche, et ce sera à vous, les citoyens, à vous de vous faire votre avis juste ensuite sur ce qui se passe, quoi. Donc entrons dans le vif du sujet à la diapositive suivante avec l'historique. Il faut se rappeler qu'en octobre 2009, donc la Grèce annonce que les chiffres de la dette sont faux. Et donc, l'agence Fitch va commencer par dégrader et la commission va lancer une procédure de déficit excessif, c'est-à-dire que bon, va commencer à mettre son nez dans tout ça. Et en décembre 2009, c'est le début de la crise grecque avec une deuxième dégradation, des taux qui montent et un premier plan de rigueur, donc le début de la fin. Il faut se rappeler aussi qu'en mars 2010, la situation devient tellement intenable que les États de la zone euro expliquent qu'ils vont sûrement aider la Grèce, alors que ça viole les traités, justement. Et donc, en avril 2010, on a le premier plan d'aide des États européens qui est de 30 milliards d'euros sur 3 ans à 5%. Donc, c'est un taux raisonnable par rapport au taux du marché. Et donc, en mai 2010, c'est là où on va avoir la création du FESF et du MESF lors du Conseil des 9 et 10 mai 2010. Et le 7 mai 2010, juste avant, les États européens donc, lancent le plus gros plan d'aide à la Grèce, qui est un plan d'aide de 110 milliards d'euros, dont 30 milliards qui seront pris en charge par le FMI et 80 milliards par les membres de la zone euro. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va créer le MESF et le FS, dont on va parler juste après pour essayer de vous éclairer là-dessus. En novembre 2010, c'est l'Irlande qui craque et qui demande l'aide à l'Union européenne. En mars 2011, c'est le début de la crise du Portugal. Et donc, le 21 juillet 2011, ça aboutit à la signature du traité qui va établir le mécanisme européen de stabilité, qui va reprendre en fait le flambeau du FESF, mais de manière permanente dans l'avenir. Et donc, ce traité a été signé le 21 juillet et il est en ratification par les gouvernements nationaux jusqu'à janvier 2013. Alors, diapositive suivante, on va essayer d'expliquer en fait ce qui s'est passé c'est ce mois de mai 2010 où on a créé donc le MESF et le FESF pour bien comprendre. MESF, c'est une institution qui est gérée par les 27 États de l'Union européenne, donc par le Conseil des ministres des Finances, ce qu'on appelle ECOFIN, donc c'est le Conseil des ministres des Finances des 27 États, et donc c'est un mécanisme qui est issu des traités, notamment de l'article 122.2,
qui explique qu'en gros l'Union européenne peut venir en assistance à un État lorsqu'il connaît une catastrophe naturelle ou un événement exceptionnel qui échappe à son contrôle. Donc on s'est servi de ça pour pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme, et sa capacité d'intervention est de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il va pouvoir intervenir à hauteur de 60 milliards d'euros, et il est donc adossé au budget de l'Union européenne. D'un autre côté, on a le FESF qui, lui, n'a rien à voir avec les traités, qui a été créé par l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'instance des 17 États membres de la zone euro. Donc c'est une structure intergouvernementale, et la capacité qu'on avait donnée au départ était de 250 milliards d'euros. Alors il faut, pour comprendre comment va fonctionner toute cette affaire, il faut passer par des notions de base. Donc à la diapositive numéro 6, on va voir qu'on va étudier premièrement les obligations, comment ça marche. Deuxièmement, ce qu'est le marché primaire et ce qu'est le marché secondaire. En 3, on va essayer d'approcher, essayer d'expliquer ce qu'est une échec d'enchère. Ça a l'air technique comme ça, mais une fois qu'on l'aura compris, ça va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe ensuite. Et en 4, on parle en ce moment beaucoup de recapitalisation, donc donner une petite définition de ce qu'est la recapitalisation. Donc à la diapositive suivante, on attaque en parlant des obligations. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, on va essayer de définir ça vite fait. Donc les obligations, ce sont des titres de créance qu'on appelle des bons, c'est-à-dire en fait ce sont simplement des papiers avec une reconnaissance de dette que l'on peut vendre sur les marchés en échange d'un remboursement avec intérêt. Donc c'est un prêt, en fait, c'est la manière dont on va emprunter sur les marchés. Donc celui qui est à l'origine de cette obligation, celui qui va créer une obligation, va s'appeler l'émetteur. Par exemple, quand l'État français va emprunter, il émet des obligations. Celui qui achète, ça s'appelle l'investisseur quand on parle du marché primaire, et l'acheteur quand on parle du marché secondaire. Ça, on verra dans une minute qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Et en fait, il faut comprendre qu'en termes de dette publique des États, les obligations les plus répandues sont les obligations qu'on appelle à coupon de type belette. Alors ça a l'air technique, mais je vais essayer de vous expliquer ça rapidement et sans que ce soit trop technique. En fait, une obligation à coupon, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, pour emprunter 1000 euros à 4,5%, on dit que donc le coupon est de 4,5%, ça représente l'intérêt. Ça veut simplement dire que on va me prêter 1000 euros, moi je vais rembourser chaque année un coupon de 45 euros, de 4,5%, donc la première année 45 euros, la deuxième année je rembourse encore 45 euros, la troisième pareil, la quatrième pareil, et en fait la cinquième année je vais rembourser le dernier coupon, en même temps je vais rembourser les 1000 euros qui m'ont été prêtés à la base. C'est pour ça aussi qu'on les appelle in fine, parce qu'en fait on va rembourser les intérêts petit à petit, et à la fin on va rembourser les intérêts plus tout ce qui a été prêté au départ. Donc la date où on doit rembourser le dernier coupon plus tout le capital de base, c'est-à-dire qu'en fait on va rendre 1045 euros si on a emprunté 1000 euros. Donc cette date-là, ça s'appelle la date d'arrivée à maturité. Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris à peu près ce qu'est une obligation. Donc c'est un titre de créance, et à coupon, ça veut dire que chaque année on va payer un intérêt fixe tout le long du prêt en fait de l'obligation. On pourra revenir là-dessus éventuellement si pendant la séance des questions, si on a besoin de précision. À la diapositive suivante, on va essayer de définir ce qu'est un marché primaire et un marché secondaire. En fait, le marché primaire, c'est simplement le marché sur lequel on achète une obligation directement auprès de son émetteur. Ça veut dire par exemple que l'État français, quand il va créer des obligations et qu'il va les mettre sur les marchés, les premières personnes qui vont venir les acheter, on va les appeler des investisseurs, et ces personnes-là achètent en fait sur le marché primaire, ça veut dire de l'émetteur au premier investisseur. Le marché secondaire, c'est le marché sur lequel s'échangent ensuite les obligations entre acteurs du marché. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais il faut juste comprendre. Primaire, ça veut dire que j'achète par exemple à la France une obligation française au Trésor français, et le marché secondaire, ça veut dire que moi, Lior, je revends à Paul une obligation, et ça s'appelle le marché secondaire. On s'échange entre acteurs du marché. Avançons, et à la diapositive suivante, essayons de comprendre ce qu'est un échec de l'enchère. Alors c'est une partie qui est très importante, même si elle est compliquée. En fait, il faut comprendre que les obligations, quand elles se vendent lors d'enchères. On va faire une mise aux enchères de l'obligation. Alors l'émetteur va venir et va dire combien il compte vendre d'obligations, à quel taux et à combien d'années il compte rembourser. Donc il va donner toutes les modalités si vous voulez. Et les investisseurs vont pouvoir accepter ou refuser d'acheter ces papiers. Donc s'il n'y a pas assez d'investisseurs qui sont d'accord avec le taux que propose l'État, alors l'État, lui, va devoir renchérir son taux et relancer l'enchère. En fait, quand il n'y a pas assez d'investisseurs pour acheter l'ensemble des obligations qu'un État met en vente, on appelle ça un échec de l'enchère, et ça force l'État à monter les taux, c'est-à-dire à dire qu'il va payer plus cher pour attirer plus d'investisseurs, jusqu'au moment où il y a assez d'investisseurs pour acheter toutes les obligations, et à ce moment-là, l'affaire est conclue. Sauf qu'entre les deux moments, entre les deux enchères, on a été obligé de faire monter les taux. C'est comme ça que les taux montent, c'est à partir du moment où il n'y a pas assez d'investisseurs pour acheter toutes les obligations ce qu'on appelle une adjudication dans le jargon financier.
c'est-à-dire toutes les obligations qui ont été mises sur le marché à ce moment précis. Donc, en ayant compris en fait comment marchent les obligations, qu'est-ce que c'est que le marché primaire et secondaire, et comment ça marche en fait le fait de faire monter les taux en faisant des échecs des enchères. Donc, ça nous permet d'avancer et d'aller à la diapositive suivante et de voir une définition qui a plus rien à voir maintenant avec le marché des obligations. C'est la recapitalisation dont on parle beaucoup dans les médias. Vous savez qu'en France, le système bancaire va avoir besoin de 7 milliards d'euros pour se recapitaliser dans le cas d'un défaut de la Grèce. Et donc, la recapitalisation, c'est tout simplement une opération consistant pour une entreprise ou pour une institution financière à augmenter son capital de manière à faire face à une situation où les fonds propres sont insuffisants par rapport aux risques encourus. Alors, ça veut dire quoi? C'est que quand une institution financière subit une perte d'argent, elle absorbe la perte au début sur ses fonds propres. Donc, pour faire une métaphore un peu bidon, elle absorbe ça avec le liquide qu'elle a dans sa poche, si c'était un particulier. Et si le liquide qu'elle a dans sa poche, c'est-à-dire les fonds propres, ne suffisent pas, elle va grignoter sur son capital. Pour encore faire une métaphore un peu bidon, ça serait sur le compte en banque d'un particulier. Et donc, si ce compte en banque-là ne suffit pas à éponger la perte, à ce moment-là, l'institution financière fait tout simplement faillite. Donc, le but, c'est simplement d'augmenter le capital pour absorber une perte sans arriver jusqu'à la faillite. Donc, on a perdu beaucoup d'argent, mais au moins, on n'est pas mort. Donc, maintenant qu'on a compris les notions de base, on peut entrer dans le vif du sujet en avançant à la diapositive suivante. Et on va commencer maintenant par étudier le Fonds européen de stabilité financière, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, cette étude du FESF va nous servir de base pour comprendre le futur mécanisme européen de stabilité qui fonctionne un peu de la même manière. Alors, diapositive suivante. Le Fonds européen de stabilité, de stabilité financière, on va essayer d'expliquer sa structure et son fonctionnement. Donc, c'est un instrument qui est intergouvernemental. Il est géré par des représentants des États membres de la zone euro, donc de l'Eurogroupe. Il y a aussi des observateurs de la Commission et de la Banque centrale européenne qui s'y trouvent. Et le tout est dirigé par Klaus Regling, qui est un ancien fonctionnaire du FMI, un ancien ministre des Finances de l'Allemagne, et c'est aussi l'ancien directeur général aux affaires économiques et financières de la Commission européenne. Tout ça se formalise, enfin, tout ça, ça se forme en fait c'est une société anonyme en fait qui est basée au Luxembourg, donc soumise au droit luxembourgeois. Elle a été créée en fait, donc on a dit tout à l'heure au Conseil des 9 et 10 mai 2010. Il a été opérationnel à partir du 4 août 2010 et il a même été noté AAA entre janvier et février 2010 par l'ensemble des agences de référence en Occident. Ce qui a été, vous avez vu, mis en doute depuis novembre 2011 par Standard & Poor's et en ce moment, il y a même Fitch et Moody's qui s'y sont mis. Donc en fait, ce AAA est encore menacé. À la diapositive suivante, le but de ce FESF est d'offrir une assistance financière à un État en difficulté lorsqu'on juge que la stabilité financière de l'ensemble de la zone euro est en danger. Et en fait, on offre une assistance financière obligatoirement avec des conditions qui vont être en fait des réformes structurelles. Donc, comme vous avez vu en Grèce, en Irlande ou au Portugal. Donc, ça va être des réformes, virer les retraites, virer les fonctionnaires, privatiser à volo, et voilà, et nous, on vous aidera. Donc, le capital garanti, il faut bien comprendre la notion de capital garanti, on va voir ça plus tard. C'est 726 milliards d'euros, donc garantis par les États de la zone euro depuis le 21 juillet 2011. Donc ça se monte à 726 milliards d'euros. Et donc ça lui confère une capacité d'intervention, c'est-à-dire l'argent qu'il peut utiliser, c'est 440 milliards d'euros. Alors on explique ça par le fait de devoir garantir 165% des encours. Donc en fait, le FESF ne peut agir qu'avec 440 milliards d'euros. À la diapositive suivante, on va essayer de comprendre que le FESF, dans un cas normal, n'utilise pas l'argent des uns pour payer les autres. Le FESF ne va pas utiliser ce qu'on appelle le capital garanti. En fait, les États ne versent rien pour l'instant au FESF, ce n'est qu'une garantie qu'ils offrent. Ils disent que, au cas où il se passerait quelque chose, nous sommes prêts à verser tant d'euros. Là, c'est 726 milliards d'euros. Le FESF, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte des fonds sur les marchés à un taux faible grâce à son AAA. Comment il fait? Il fait, comme on l'a expliqué, il émet des obligations. Donc ce FESF peut emprunter grâce à des obligations sur les marchés. Et en fait, son AAA lui confère la possibilité d'avoir des crédits à moindre coût. Donc cet argent qu'il va emprunter, disons, à 2-3% par exemple, il va le prêter à l'État en difficulté, par exemple à la Grèce ou à l'Irlande, à 5-6%. Donc il va se faire une marge là-dessus qui va couvrir le risque. Et ensuite, donc l'État qui a obtenu un prêt du FESF va rembourser le FESF et le FESF lui-même va rembourser aux investisseurs. On va voir ça à la diapositive suivante avec plus de précision. Et alors là, vous me poserez la question, et le capital garanti, c'est-à-dire les 726 milliards, si on ne les dépense pas, à quoi ils servent?
En fait, ils vont servir dans le cas qu'on appelle le cas redouté, qui est un cas de défaut de paiement. Par exemple, si le FESF emprunte sur les marchés et prête cet argent à l'Irlande, et que l'Irlande décide de ne pas rembourser le FESF, lui, va toujours devoir rembourser les marchés. Et donc, comme il n'a pas d'argent, puisque l'Irlande refuse de lui rembourser, il va se servir, il va demander aux États de la zone euro d'envoyer du capital pour pouvoir rembourser les marchés. Donc, on va voir ça plus en détail avec un schéma à la diapositive suivante pour voir le fonctionnement optimal, en fait. Donc, on voit qu'un État qui est en difficulté envoie une requête pour assistance. L'Eurogroupe décide, OK, on va t'aider. Donc, le FESF est chargé d'emprunter sur les marchés. Le FESF prête à l'État, donc par exemple l'Irlande ou le Portugal. L'État rembourse le FESF lui-même va rembourser les fournisseurs et tout le monde est content, tout le monde a été remboursé et c'est super. Alors par contre, à la diapositive suivante, il y a le cas redouté, qui est le cas d'un défaut de paiement. Et à ce moment-là, on voit que, imaginons qu'un État ait accès à une procédure d'assistance, très bien, l'Eurogroupe décide que c'est OK, donc le FESF emprunte sur les marchés, le FESF va prêter à l'État, l'Irlande par exemple, et imaginons que l'État fasse défaut, c'est-à-dire ne rembourse pas le FESF. Donc à ce moment-là, événement de crédit, le FESF va devoir faire appel au capital garanti, donc il va demander aux États de mettre la main à la poche pour pouvoir honorer ses investisseurs et les rembourser en retour. À la diapositive suivante, on va essayer juste de détailler par ce petit schéma la procédure d'assistance, comment ça fonctionne. Donc en fait, quand un État en difficulté a besoin d'aide, comme ça s'est passé pour l'Irlande ou pour le Portugal, il va envoyer une requête pour assistance à l'Eurogroupe. L'Eurogroupe va charger la Commission de faire une analyse de l'état du pays et des réformes à mener en liaison avec la BCE et le FMI. Et à la fin, donc, la Commission va écrire un accord, ce qu'on appelle un mémorandum de compréhension, qui contient les réformes structurelles à réaliser et le calendrier dans lequel l'État devra les mettre en œuvre. Donc, vous virez les retraites à tel moment, vous virez les fonctionnaires à tel autre moment, et aussi vous privatiserez tous vos trucs à ce moment-là, et nous, en même temps, on va vous aider. Donc, l'État va signer ce document avec l'Eurogroupe et avec la Commission, et ensuite, c'est l'Eurogroupe qui va découper l'aide en tranches, en plus petites tranches, et c'est l'Eurogroupe qui va décider, au moment venu, à chaque tranche, à l'unanimité, s'il veut verser la tranche ou pas. Donc voilà comment ça se passe en gros. Alors ça, c'était l'outil principal du FESF, c'est-à-dire l'assistance à un État en difficulté via l'emprunt sur les marchés. Donc ensuite, à la diapositive suivante, on peut voir les autres outils dont dispose le FESF dans sa palette, en parlant premièrement des interventions sur les marchés obligataires. Donc c'est là que les notions qu'on a apprises plus tôt peuvent nous servir, c'est-à-dire que le FESF pourra intervenir sur le marché primaire et sur le marché secondaire. On voit que le FESF est aussi muni d'une assistance pour la recapitalisation. Le FESF a aussi des programmes de précaution dont on va parler tout à l'heure. Et on a aussi doté le FESF de ce qu'on appelle des amplificateurs, c'est-à-dire d'un effet de levier qui se compose de deux approches, l'approche assurance et l'approche SPV. Donc ça a l'air compliqué tout ça, mais vous allez voir, on va rentrer en détail dedans et on va démystifier tout ça. Donc à la diapositive suivante, on explique en fait que le FESF, premier outil, il peut intervenir sur le marché primaire. Donc, il peut acheter des obligations directement auprès de l'État en difficulté, c'est-à-dire, imaginons que l'Irlande aille sur les marchés pour proposer des obligations, le FESF aura le droit de racheter 50% du total des obligations qui sont proposées. Et en fait, ça évite justement ce qu'on a dit tout à l'heure, les échecs des enchères, c'est-à-dire le moment où il n'y a pas assez d'investisseurs qui veulent de mes obligations et donc je suis obligé de monter mes taux, ben ça, on va l'éviter puisque le FESF va pouvoir acheter 50% et donc aider à ce que toutes les obligations soient vendues au premier coup. Donc, ça va favoriser la formation de taux faibles. Deuxièmement, le Fonds européen de stabilité financière peut aussi racheter sur les marchés secondaires, c'est-à-dire qu'il peut acheter des obligations d'un État en difficulté qui sont en circulation sur les marchés. C'est-à-dire que moi, investisseur, je n'ai pas trop confiance. Je vois que le FESF peut racheter mon obligation. Du coup, je me dis que finalement, cette obligation est peut-être moins pourrie parce que si le FESF, c'est-à-dire derrière les 17 États de la zone euro, prennent le risque de me racheter cette obligation, c'est bien que eux vont faire pression sur l'État en difficulté pour que cet État ne fasse pas défaut. Par exemple, on va interdire à l'État de faire un référendum. Donc, je sais que les 17 États de la zone euro ne veulent pas payer, donc s'ils le font, c'est qu'ils vont contraindre le pays. Donc, ça donne de la confiance aux investisseurs. J'espère que j'ai été clair. On pourra revenir sur ce point pendant les questions. À la diapositive suivante, on va parler de l'assistance pour la recapitalisation des institutions financières. Donc, vous vous rappelez qu'on a dit que pour la France, par exemple, les banques ont besoin de 7 milliards d'euros au cas où ils ont besoin de 7 milliards d'euros de recapitalisation au cas où la Grèce faisait défaut, par exemple. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est qu'un État, comme il s'est passé en 2008, va lui-même financer la recapitalisation des établissements financiers. Donc, ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas l'argent sur lui, c'est qu'il l'emprunte sur les marchés.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le FESF. C'est le FESF qui va emprunter et qui va ensuite prêter à l'État en espérant que le FESF ait des taux qui soient plus faibles que l'État qui veut financer sa recapitalisation. Et donc, en fait, le seul avantage, c'est de financer une recapitalisation à moindre coût, tout simplement. Donc, le FESF va avoir un taux plus faible et donc ça va nous permettre d'emprunter à taux plus faible. Donc ça, c'était pour la recapitalisation. À la diapositive suivante, on voit les programmes de précaution. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est pas forcément le plus important. Disons que ces programmes, en fait, ce sont des lignes de crédit, d'accord? Donc une ligne de crédit, il faut imaginer que votre banquier vous appelle en vous disant, je vous ai ouvert un compte avec 10 000 euros. Pendant un an, vous pouvez prendre de ces 10 000 euros, mais par contre, à chaque fois que vous empruntez, il y a un taux d'intérêt. Donc c'est juste qu'on vous ouvre une ligne de crédit, vous pouvez emprunter dessus quand vous voulez, et bien sûr, il y aura un intérêt. Donc il y a deux sortes de programmes de précaution qui sont faits par le FESF, c'est les PCCL et les ECCL. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir. En fait, ce sont des programmes qui sont destinés aux États qui ne sont pas en difficulté. Ce sont des États dont la situation est fondamentalement saine. Ça, on parle pour le PCCL. Donc c'est un État qui est très sain, qui a une situation saine et robuste, peut accéder à une ligne de crédit, disons, pour mettre du beurre dans ses épinards. Donc c'est soumis à des conditions. Par exemple, il faut que le pays respecte le pacte de stabilité, vous savez, les 3% de déficit, les 60% de dette publique, etc. Et lui, il aura accès à ce programme de beurre dans les épinards, quoi, comme on dit. Le deuxième, le ECCL, lui, est destiné à des États qui sont sains, d'accord, mais qui connaissent certaines menaces et qui ne remplissent pas les conditions pour accéder au premier. Alors celui-là, il a un peu moins de chance parce qu'on va accepter de lui ouvrir une ligne de crédit, mais par contre, on va lui imposer des conditions a posteriori, c'est-à-dire qu'on va lui imposer des réformes structurelles, fait telle et telle chose dans le marché du travail, fait telle chose pour gagner plus d'argent, etc., etc. En fait, ces crédits, ces lignes de crédit sont d'une durée de 1 an qui est renouvelable 2 fois pour 6 mois, et c'est un montant qui peut aller de 2 à 10% du PIB, donc c'est quand même pas mal. Et donc ça, en fait, c'est purement et simplement pour renforcer la situation d'États qui ne sont pas encore en difficulté. Enfin, diapositive suivante, et on aura bientôt fini pour le FESF. On sait que la capacité effective d'intervention du FESF est fixée à 440 milliards d'euros. C'est-à-dire que le FESF ne peut gérer que 440 milliards d'euros. Or, on sait qu'avec la crise italienne et espagnole, c'est ridicule. Donc, ce qu'ont fait les États, c'est qu'ils ont, en fait, ils ne voulaient pas donner plus de capital. Ils disaient, je ne veux pas m'engager à plus que je me suis déjà engagé. Donc, on va essayer de faire que le FESF puisse intervenir plus, sans donner plus d'argent de notre poche. Donc on a eu deux approches. La première, c'est une approche assurance, excusez-moi, qui permet tout simplement de rassurer les investisseurs en leur expliquant que lorsque par exemple la Grèce va émettre des obligations, le FSF pourra dire, moi je vous assure que si jamais la Grèce ne vous rembourse pas, moi je vous rends en tout cas 10% de ce que vous mettez sur la table. Donc ça favorise la confiance des investisseurs et surtout ça ne coûte rien. C'est-à-dire que si la Grèce effectivement ne fait pas défaut, si tout va bien, le FESF non seulement n'aura pas dépensé un seul sou, mais en plus, on aura gagné de l'argent, parce que comme vous le savez, une assurance de voiture, une assurance pour votre appartement, ben, ça rapporte de l'argent. Donc le FESF va faire payer une assurance aux investisseurs qui garantit que s'il y a un défaut, il va rendre 10%. Et s'il n'y a pas de défaut, ça sera tout bénef. La deuxième approche pour augmenter l'intervention du FESF, ça va être la création de fonds spéciaux qu'on appelle les SPV. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Le FESF va créer lui-même un mini FESF, si vous préférez. Ça va être un fonds spécial. Il va créer un fonds, il va dire, moi, ce fonds, je le garantis, c'est-à-dire je ne dépense rien, je le garantis à hauteur de 10 milliards d'euros. Et il va faire un appel à l'international et va dire, qui veut garantir ce fonds avec moi? Donc la Chine va venir et va dire, moi, je le garantis à hauteur de 40 milliards. On va avoir des institutions privées comme, je sais pas, moi, Goldman Sachs, qui va venir dire, il y a des sous à se faire, donc je garantis ça à 10 milliards d'euros. Et en fait, en tout, on peut arriver, par exemple, à des fonds qui sont garantis, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent dépensé, c'est garanti à 100 milliards d'euros, par exemple. Ces fonds-là pourraient emprunter eux-mêmes sur les marchés 40 milliards d'euros. Donc en fait, sans dépenser 1 euro de plus, on a créé un deuxième fonds qui est capable de gérer 50 milliards d'euros et donc de gérer un mandat clair, par exemple, comme aide de l'Irlande. Donc le résultat espéré, ça a été en fait de ces rehausseurs, si vous voulez, de ce renforcement de capacité, c'était d'arriver à une capacité finale effective de 1000 milliards d'euros. Donc on sait déjà qu'avec la situation des marchés aujourd'hui, tout ça c'est plus pensable. Donc c'est M. Juncker qui nous l'a appris dernièrement. Ça semble impensable maintenant d'arriver à 1000 milliards d'euros parce que ces outils ne suffiront pas.
Ouf, on va peut-être pouvoir souffler un peu. À la diapositive suivante, on va pouvoir faire une conclusion partielle pour essayer de reprendre tout ce qu'on vient de dire. Donc tout d'abord, bien comprendre que le FESF, c'est une société anonyme, donc c'est une entreprise hein, qui est au Luxembourg, qui est gérée par Klaus Schmeling et des représentants des 17 États membres de la zone euro. Et les décisions sont prises donc par l'Eurogroupe à l'unanimité. Donc c'est vraiment un truc géré par les chefs d'État et par les ministres des Finances de la zone euro. Son principal outil, c'est ce qu'on a appelé le programme d'assistance, c'est-à-dire il va soumettre un pays à certaines conditions, une offre de financement à coût plus faible, c'est-à-dire que par exemple, on peut financer l'Irlande à 5%, sachant que si l'Irlande était allée sur les marchés, on lui aurait prêté par exemple à 10%. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir cette petite différence. Donc ça, c'est le programme d'assistance à un État en difficulté. Ensuite, il a un autre outil qui est les interventions sur le marché, donc sur un marché primaire et secondaire, donc qui va favoriser la formation de taux faibles et favoriser la confiance des investisseurs. Donc tout ça, ça va quand même améliorer un peu, selon ce qu'on en dit, ça va améliorer la situation des marchés. D'un autre côté, on a une aide aux recapitalisations donc qui va permettre de financer une recapitalisation à moindre coût. Donc ça va permettre tout simplement d'éviter les faillites d'institutions financières. Alors bien sûr, en empruntant de l'argent et en remboursant avec intérêt, hein, toujours, ça rapporte toujours de l'argent aux gens à qui il faut que ça rapporte. Le programme de précaution, donc on a expliqué tout à l'heure, ce sont des programmes qui sont ouverts aux États dont la situation est saine. Et donc, c'est pas pour les États en difficulté, c'est simplement que ça va permettre de renforcer, de consolider la situation d'États qui ne sont pas en difficulté. C'est juste pour renforcer un peu la situation. Et enfin, on a ajouté donc les effets de levier grâce à l'approche assurance et à l'approche SPV. En fait, on a augmenté énormément la capacité d'intervention du FESF sans pour autant mettre plus d'argent sur le tapis. Donc, c'est quand même ingénieux. Donc, après cette conclusion partielle, on peut passer au détail des programmes qui sont en cours. Vous savez qu'il y a des programmes en cours en ce moment avec le FESF en Irlande et au Portugal, bientôt en Grèce. Et donc, passons à la diapositive suivante pour voir ce qui se passe en Irlande. Vous savez qu'en novembre 2010, l'Irlande a craqué et a demandé l'aide de l'Union européenne. Alors, on a demandé, bien entendu, des réformes drastiques dans le système bancaire, dans le marché du travail, pour être plus flexible et être plus compétitif. Et donc, on a décidé d'octroyer 85 milliards d'euros jusqu'en 2013. Donc, l'Irlande elle-même va participer à hauteur de 17,5 milliards d'euros. Et le FMI, le MESF dont on a parlé tout à l'heure et le FESF avec d'autres États vont chacun payer 22,5 milliards d'euros. En sachant qu'en 2011, pour ce programme dédié à l'Irlande, le FESF a déjà emprunté sur les marchés 8 milliards d'euros. Donc le 25 janvier 2011, il a emprunté 5 milliards à 2,75% sur 5 ans, donc ce qui est un taux relativement faible. Dont 3,6 milliards ont déjà été reversés à l'Irlande. Et là, vous voyez que l'Irlande, elle, on lui a prêté à 5,9%. Donc le FESF se tape, en gros, il se tape 100% presque de marge, ce qui va couvrir le risque et permettre de financer les opérations, etc. Le 7 novembre 2011, le FESF a aussi levé 3 milliards d'euros à 3,5% sur 11 ans, dont 3 ont déjà été reversés à l'Irlande, dont on n'a pas le taux final. Alors ça, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un peut le trouver. À la diapositive suivante, on va essayer de faire la même chose pour le Portugal. Le Portugal a craqué en avril 2011, lui, et a demandé l'aide de l'Union européenne. Donc on a décidé de 78 milliards d'euros sur 3 ans, le FMI à hauteur de 26 milliards, le MESF pareil, et le FESF aussi à 26 milliards. Et donc pour 2011, le FESF a levé 8 milliards d'euros, donc il a emprunté sur les marchés 8 milliards d'euros. Donc en juin 2011, une fois 5 milliards à 3,375% sur 10 ans, qu'il a reprêté ensuite au Portugal 3,7 milliards à 6,08, donc le double, presque le double. Hein. Et le 22 juin 2011, il a emprunté 3 milliards à 2,75%, dont 2,2 milliards qu'il a déjà prêté au Portugal à 5,32. Donc là aussi, c'est quasiment le double. Donc à la diapositive suivante, alors ça c'est un peu le no man's land, la Grèce. En octobre 2011, on a décidé de faire une aide à la Grèce de 100 milliards d'euros jusqu'en 2014, avec une participation qu'on a soulignée comme étant exceptionnelle et volontaire du secteur privé qui va pouvoir dire non mais ça c'est bon, c'est pas grave si la Grèce ne rembourse pas. Et pour l'instant, donc, le FESF n'a fait aucune levée de fonds pour ce programme. Ouf, on a terminé. Pour le FESF, on a essayé de voir un peu comment ça fonctionne. J'espère que j'ai été clair et que tout le monde a bien compris, pardon. Et oui, c'est quand même très compliqué malgré tout, mais au final, il suffit de lire et de se renseigner un peu et ça commence à être un peu plus clair.
Donc passons à la diapositive suivante et commençons l'étude de ce que sera le mécanisme européen de stabilité, donc le grand frère du FESF, qui est censé prendre le relais pour, à partir de 2013. Bien, là, ça a été avancé parce qu'il y a eu un dernier conseil où ils ont tout chamboulé. Mais on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Donc à la diapositive suivante, j'essaye de faire l'historique. Sachez que le 23 mars 2011, le Conseil a validé, le Conseil européen, donc c'est les chefs d'État européens, ont validé la modification de l'article 136 du traité de du fonctionnement de l'Union européenne, afin de permettre la création d'un mécanisme européen de stabilité de manière permanente. Donc en fait, on avait besoin de modifier le traité, si j'ai bien compris, pour pouvoir créer ce mécanisme européen, sachant, bon alors ça c'est des polémiques de juristes, mais tout ça est plus ou moins illégal selon les traités, notamment par rapport à l'article 125, qui était la clause de non-renflouement, quoi. Donc, tout ça est à peu près illégal, on ne sait pas trop où on est. Et donc le 21 juillet 2011, on a signé ce traité MES, donc c'est François Baroin pour nous, hein, le ministre des Finances, qui l'avait signé. Et donc, ces deux documents, donc autant le traité MES que la modification du traité européen, ces deux documents devront être ratifiés en même temps par les États avant janvier 2013. Donc nous, c'est au Parlement français, il me semble, c'est sûrement en ce moment ou bientôt, j'imagine. Mais en tout cas, ça sera bien le Parlement français pour ratification. Donc on voit que pour ce traité qui a été signé, il n'y a pas eu beaucoup de remous dans les médias, en tout cas pas d'analyse détaillée. Et donc, en fait, comprenons que le MES sera en fait une institution internationale, donc au-dessus des lois nationales, forcément, donc plus d'imposition, plus rien, quoi. Comme le FMI, ou la Banque mondiale, ou d'autres, hein, ou la Commission européenne. Donc, ce sont des institutions internationales. Donc, à la diapositive suivante, essayons de brosser un portrait assez résumé de ce qu'est le mécanisme européen de stabilité. Donc, cette institution, elle sera gérée par un conseil des gouverneurs. Donc, le conseil des gouverneurs, c'est l'instance qui réunit les ministres des Finances des États membres. Donc au début, les 17 États membres de la zone euro enverront leur gouverneur, qui est en fait le ministre des Finances dans l'État. Et ces ministres vont élire un président parmi eux. Et donc ça sera le conseil des gouverneurs avec son président. Le conseil d'administration à côté est composé de hauts fonctionnaires. Donc ces hauts fonctionnaires sont nommés par les gouverneurs. Et le directeur général sera aussi nommé par les gouverneurs pour un peu gérer le conseil d'administration. Et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des articles du traité qu'on va lire, que le Conseil des gouverneurs, qui représente en fait la volonté politique des États, ça va être vraiment l'acteur qui va décider des choses. Le Conseil d'administration, ça va être l'acteur qui va détailler, si vous voulez, les modalités techniques. Donc c'est vraiment des fonctionnaires techniciens, quoi. Donc à la diapositive suivante, on va voir que le but, c'est pareil que le FESF, en fait, c'est de prendre la suite du FESF à partir de 2013 et de pérenniser sa mission, c'est-à-dire de la rendre permanente. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait un FESF permanent, maintenant, voilà, ad vitam aeternam, comme le FMI, quoi. Et donc, ça a été avancé là au Conseil qui vient de se produire, ça a été avancé à mi-2012. Ça veut dire qu'il va falloir ratifier vite fait. Donc, les moyens de financement, ben, c'est comme le FESF, comment il va faire pour aider les États? Lui, il ne va pas utiliser l'argent des États européens qui ont mis du capital garanti. Il va emprunter sur les marchés via des émissions d'obligations, comme le FESF. Ou alors, il va se financer via des accords avec des États non membres. Je ne sais pas, par exemple, on pourra faire un accord avec la Chine pour que la Chine elle aide à financer, je ne sais pas. Ou alors via des accords avec des institutions tiers comme le FMI. Donc il a plusieurs modes de financement, mais notamment il peut emprunter de l'argent en émettant des obligations. Donc à la diapositive suivante, qui va vous paraître peut-être compliquée, mais qui ne l'est pas tant que ça, si on a bien compris la notion de capital garanti, le capital garanti n'est pas versé. Donc le MES, lui, est doté de 700 milliards d'euros de capital, dont 620 milliards d'euros de capital garanti, c'est-à-dire qui n'est pas versé par les États. C'est juste du capital qui est garanti et qui pourra être appelé si jamais on en a besoin. Et le capital libéré, c'est-à-dire le capital vraiment versé par les États, est établi à 80 milliards d'euros. Alors, tout en sachant que le Conseil des gouverneurs, c'est-à-dire les ministres des Finances, peuvent décider, à la base c'était à l'unanimité, mais maintenant on parle d'une majorité, donc ce qui devient vraiment scandaleux. Donc le Conseil des gouverneurs peut décider de modifier ces montants, c'est-à-dire de dire bah, finalement c'est plus 620 milliards d'euros garantis, maintenant on veut 700 milliards d'euros garantis et 100 milliards d'euros de capital libéré. Donc bien comprendre, le capital garanti n'est pas versé par les États, le capital libéré est versé par les États et donc il est dans les coffres du MES qui peut s'en servir. Sachant aussi que le Conseil des gouverneurs peut faire appel d'un commun accord, donc ce qu'on dit c'est à la base, hein, c'était prévu à l'unanimité, à du capital non libéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, le Conseil des gouverneurs peut dire, bon ben les gars, vous nous aviez garanti 620 milliards, filez-nous 10 milliards d'euros.
Et donc les États vont se partager la charge, ils vont filer 10 milliards d'euros à tous. Alors tout ça, maintenant, on parle aussi que ça va se faire à la majorité, ce qui devient encore une fois scandaleux. Donc dans une situation critique, et ça a fait beaucoup parler sur Internet, dans une situation critique, le directeur général du MES peut faire appel au capital non libéré et les États s'engagent de manière inconditionnelle et irrévocablement à payer sous 7 jours le capital qui a été appelé. Alors en fait, ça se passe dans une situation bien particulière, dans une situation qu'on a étudiée tout à l'heure avec le FESF, où l'État à qui on a prêté de l'argent fait défaut. À ce moment-là, le MES, lui, doit continuer de rembourser au marché et il peut se retrouver, il peut voir que bientôt, il n'aura plus d'argent pour rembourser au marché. Quand le directeur général se rend compte qu'il y a un risque d'événement de crédit, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus rembourser ses créanciers, alors là, il a le droit de faire appel aux États et les États s'engagent à payer sous 7 jours. Et sachant aussi que le conseil d'administration peut faire appel à du capital non libéré pour maintenir le niveau de capital libéré. Donc on a dit par exemple là, on veut 80 milliards d'euros à disposition constamment. Donc si jamais ça tombe à 75 milliards, alors le conseil d'administration peut dire aux États, hop hop, envoyez 5 milliards parce qu'il faut remonter à 80 milliards. En espérant que vous ayez compris que c'est pas trop compliqué. Donc déjà, comprenons que il y a effectivement que 80 milliards d'euros qui seront versés par les États, au départ, bien entendu, si jamais il n'y a pas de souci, bien entendu. À la diapositive suivante, on va essayer de voir l'article 13 qui décrit la procédure d'octroi d'assistance, donc qui est sensiblement la même que pour le FESF, c'est-à-dire qu'un État en difficulté envoie une demande au MES, au président du MES, qui charge la commission d'établir une analyse en liaison avec la BCE et le FMI, et le Conseil des gouverneurs charge aussi la commission d'établir le protocole, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Vous virez les retraites, vous virez les fonctionnaires et vous privatiserez. Et donc ce protocole va être signé par l'État avec la commission et sous réserve que le Conseil des gouverneurs soit d'accord. Voilà. Et donc ensuite, c'est le CA qui entre en jeu, le Conseil d'administration, pour détailler les aspects techniques, etc., etc. Et donc c'est le MES qui va mettre en place des systèmes d'alerte et qui va s'assurer, sinon quitte à, je dis bien, à annuler des référendums, c'est possible, on peut le faire aussi, quitte à annuler des référendums. Donc le MES s'assure qu'il sera bien remboursé par les États membres. Et donc la Commission européenne, plus le FMI et la BCE, vont vérifier la conformité des politiques économiques. Est-ce que vous avez viré assez de fonctionnaires? Oui, non. Et donc, sous cette directive, le conseil d'administration va décaisser d'autres tranches. Donc à la diapositive suivante, on va essayer de voir un peu quels sont les autres outils. On sait que le MES, via son article 14 du traité, le Conseil des gouverneurs pourra accorder un prêt à un autre État membre. C'est-à-dire là, c'est même pas un programme d'assistance, non, on fait rien, juste on te prête de l'argent. Donc c'est le Conseil des gouverneurs qui va fixer le coût du prêt. Les termes et les conditions seront signés par le directeur général. Enfin voilà, donc ça c'est un prêt purement pour soutenir la stabilité, donc pour aider un État membre, mais qui n'est pas encore en programme d'assistance. Donc le MES pourra, comme le FESF, intervenir sur le marché primaire. Donc ça, c'est l'article 15 du traité. Le conseil des gouverneurs pourra décider d'acheter des obligations d'un État membre sur le marché primaire, donc avec tous les effets qu'on avait étudiés tout à l'heure, c'est-à-dire formation de taux faibles, confiance des investisseurs, etc., etc. À la diapositive suivante, on va voir que les opérations d'emprunt, c'est-à-dire l'émission des obligations, c'est codifié par l'article 17. Le MES peut émettre des obligations pour se financer, donc il peut emprunter sur les marchés. Et c'est le directeur général qui va déterminer les modalités tout en respectant les lignes directrices rédigées par le conseil d'administration. Encore une fois, on remarque que c'est le conseil d'administration qui va mettre en œuvre les aspects techniques. À l'article 20, on nous explique que le MES le conseil des gouverneurs va devoir établir un fonds de réserve, donc qui va servir, vous allez voir, en cas de perte. Et ce fonds de réserve, bon, il peut en établir aussi d'autres fonds, mais ce fonds de réserve doit recevoir le revenu net généré par le MES. Parce que vous savez, comme le FESF, s'il emprunte à 3% et qu'il prête à 5%, il se fait 2% de bénéfices, on va dire, ou de revenus. Et ces revenus, une fois qu'ils auront couvert le fonctionnement, devront aller dans le fonds de réserve. Alors le conseil d'administration va dire comment on peut investir ce fonds, parce que vous allez voir à la diapositive suivante que l'article 18 explique que le directeur général peut investir en fait cet argent pour le faire fructifier. Donc il va mettre en place une politique d'investissement prudente d'après les directives adoptées par le conseil d'administration, toujours l'organe technique. Et donc le revenu va être utilisé pour couvrir les coûts d'exploitation et aussi pour aller dans les fonds de réserve et autres fonds. Donc à l'article 19, on comprend que les gains du MES, c'est-à-dire tout l'argent que va se faire le MES sur le dos des États en difficulté en leur prélevant un écart de taux
parfois du simple au double, j'imagine, tout cet argent doit pouvoir retourner aux États membres qui ont contribué au financement. Alors, cet argent va retourner aux États membres uniquement à certaines conditions. C'est le CA qui va distribuer ses gains, mais si le fonds de réserve assure le niveau requis, si le fonds de réserve n'est pas rempli, on va mettre les sous dans le fonds de réserve et on ne les donnera pas aux États. Et c'est pareil pour le capital libéré. Si on est en dessous des 80 milliards, ces gains seront dédiés au capital libéré et donc n'iront pas aux États membres qui ont financé tout ça. On va comprendre à la diapositive suivante comment fonctionne une perte, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand le MES va avoir des pertes. Ça, c'est l'article 21. Et donc, les pertes sont affectées dans l'ordre au fonds de réserve, qui normalement devrait être rempli par les revenus, au capital libéré, donc c'est l'argent dont le MES dispose directement, ou alors, s'il n'a plus assez d'argent, le capital non libéré, c'est-à-dire que le MES va pouvoir appeler les États membres, on a besoin de thunes, envoyez-nous de l'argent, et donc les États membres vont devoir envoyer de l'argent pour couvrir la perte. Si un membre ne respecte pas l'appel du MES, le Conseil des gouverneurs a le droit d'exiger un intérêt, c'est-à-dire la France refuse de payer les 3 milliards d'euros, très bien, tant que vous ne payez pas, vous avez un intérêt de 5%, et donc vous devrez payer en plus de ça les intérêts. Donc, et en plus de ça, le montant que la France ne va pas payer, par exemple, sera donné bien entendu aux 16 autres États, donc qui eux vont devoir payer plus. Alors une fois que le membre qui n'a pas payé aura payé sa dette avec les intérêts, en plus de ça, eh bien, cet argent sera redistribué aux États membres qui avaient à l'époque payé plus que ce qu'ils devaient payer. À la diapositive suivante, on va un peu rigoler avec la manière dont tout ça va être audité, va être contrôlé en fait. Hein. Donc en fait, c'est super parce qu'à l'article 24, on décrit le conseil d'audit interne. Donc c'est 3 membres nommés par le conseil des gouverneurs. C'est pas, ils sont dits indépendants parce que on interdit les membres de les solliciter, mais bon, en même temps, ils sont nommés par le conseil des gouverneurs. Donc ce conseil d'audit interne inspecte les comptes, il a accès total aux documents, il fait un rapport annuel auprès du conseil des gouverneurs. Ensuite, on va avoir à l'article 25 des vérificateurs externes. Alors on se dit, ah tiens, peut-être des mecs un peu moins partials, quoi. Enfin, ils vont... Et en fait, non, parce qu'eux aussi sont approuvés par le conseil des gouverneurs, effectivement. C'est-à-dire que c'est le conseil des gouverneurs qui va décider qui a le droit d'auditer et qui n'a pas le droit d'auditer. Donc, auront malgré tout un accès total à tous les comptes. Et enfin, à la diapositive suivante, ce qui est un peu enflé sur Internet, ça va être les dispositions juridiques qui se trouvent au chapitre 6 du traité. Et donc, en fait, bon, je vais passer vite fait, mais en gros, le MES aura pleine personnalité et capacité juridique. Ses biens, ses fonds, ses avoirs jouiront de l'immunité de toute forme de procédure et seront exemptés de restrictions, de réglementation ou de contrôle. Donc tout ça, ça sera en fait immunisé. La propriété, le financement ou encore les actifs seront exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation ou même de saisie. Donc on ne pourra pas saisir des propriétés ou quoi. On ne pourra pas perquisitionner non plus pour avoir la police, pour avoir accès à des documents, je ne sais pas. Et donc ces archives ainsi que ces documents sont inviolables. Les employés sont à l'abri de toute poursuite à l'égard d'actes accomplis en leur exercice de leurs fonctions. Donc ça, c'est l'immunité diplomatique classique. Et les employés paient un impôt interne et sont exonérés de tout impôt sur le revenu national, quoi, hein, de tout impôt, on va le dire, toutes les lois d'imposition nationale. Et donc cet impôt interne sera décidé par le Conseil des gouverneurs. Donc le Conseil des gouverneurs peut par ailleurs décider de modifier ces immunités telles qu'il le souhaite. Donc il peut en enlever, en rajouter, enfin, il peut un peu gérer tout ça au cas où, au cas par cas. Alors il faut comprendre que moi aussi ça m'avait beaucoup choqué quand j'ai vu ça. Et en fait, tout ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est exactement, finalement, c'est pas plus dictatorial, ou si, disons que c'est autant dictatorial dans le sens où toutes les institutions internationales fonctionnent sur ce mode-là, le FMI. J'ai lu les protocoles qui se trouvent adossés au traité de l'Union européenne et qui expliquent les immunités pour la Commission, le Parlement, la Banque centrale, ainsi que le Conseil, il me semble, et ce sont les mêmes immunités. C'est pareil pour le FMI, la Banque mondiale, l'Union, l'Organisation des Nations Unies, etc. Ils ont tous à peu près les mêmes clauses juridiques. Donc à la diapositive suivante, c'est la dernière. On parle de la transition du FESF vers le MES. Donc ça s'écrit à l'article 35. Le Conseil des gouverneurs pourra décider de reprendre les engagements du FESF pour les actions non décaissées. C'est-à-dire, imaginons que le FESF a encore 3 milliards d'euros à prêter à l'Irlande pour finir son programme. Le MES pourra dire, bon, ben laisse tomber, c'est moi qui les prends en charge, c'est moi qui vais gérer ça.
De la même manière, le Conseil des gouverneurs peut acquérir les droits et assurer les obligations du FESF, c'est-à-dire des obligations qui sont en cours sur les marchés. Ben, le MES peut dire, bon, c'est plus le FESF qui va vous rembourser, c'est moi maintenant, et c'est moi qui vais gérer ces obligations. Et donc, en fait, le Conseil des gouverneurs décide aussi des modalités de transfert du soutien du FESF vers le MES. Parce que vous savez que, normalement, ça se faisait en 2013, mais si j'ai bien compris, ça va se faire entre mi-2012 et 2013. Le FESF, lui, doit disparaître et laisser place au MES. Donc, il va falloir que le MES reprenne les missions petit à petit du FESF. Alors, intéressant, l'article 36, la manière dont va être payé le capital initial. Donc ça nous regarde directement en tant que Français, je dirais, puisque les États devront payer en fait le capital initial, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 80 milliards d'euros que les États devront réellement verser, en 5 tranches annuelles de 20% à partir du 1er janvier 2013, date qui a été avancée à mi-2012. Donc pour la France, la part totale est de 16,3 milliards d'euros, et donc ça fait 3,26 milliards d'euros à sortir par année pendant 5 ans pour arriver à notre quote-part de l'ensemble du capital. Alors les États doivent tout de même assurer un ratio capital-endettement de 15%, c'est-à-dire que si le MES a déjà emprunté 100 sur les marchés, il faut au moins qu'il ait 15 sur son compte, et donc il faut que les États assurent qu'ils financent ce qu'il faut pour avoir ce ratio de 15%. Donc on en a terminé avec le MES. J'espère que vous y voyez plus clair. On peut faire à la diapositive suivante une conclusion en comprenant en fait que le FESF est un embryon de ce qui sera le MES. Donc le MES sera beaucoup plus complet puisque ce sera plus une entreprise au Luxembourg, mais ça sera bel et bien une institution internationale. Donc les deux vont emprunter sur le marché pour se financer. Donc ils ne vont pas utiliser foncièrement l'argent des États. Ça n'est pas du renflouement à partir de l'argent des États, mais ils vont emprunter sur les marchés. Ils font du bénéfice aussi sur les prêts aux États en difficulté. C'est-à-dire qu'ils empruntent à 3 et prêtent à 5, donc font du bénéfice là-dessus. Ils se servent du capital garanti en cas de défaut d'un État. C'est-à-dire que si un État ne rembourse pas le FESF ou le MES, alors à ce moment-là, on va faire appel au capital qui est garanti pour rembourser les marchés. Et les deux sont gérés par des représentants des États de la zone euro pour le FESF ou par les ministres des Finances des États de la zone euro pour ce qui concerne le MES. Donc en termes d'ouverture, on peut quand même dire que bon, ils se sont creusés le ciboulot quand même pour nous sortir des trucs comme ça, donc des mécanismes ingénieux, notamment ce qu'on a appris sur le marché primaire, le fait de garder les taux bas en rachetant en fait des obligations des États en difficulté, le fait aussi d'avoir un effet de levier vers des approches comme l'assurance ou comme les fonds spéciaux, donc en fait avoir une plus grande capacité d'intervention sans même apporter 1 euro de plus dans l'affaire, c'est quand même assez ingénieux, fallait y penser. Et quand même, j'aimerais rappeler, je sais que là, ça fait un peu Asselineau aussi, ouais. Il faut rappeler quand même aux citoyens que, bon, à un moment donné, c'est des sommes qui sont assez hallucinantes. On parle là, je vais vous donner, alors, j'ai le détail. Pour le FESF, la France, on a dit qu'elle devait participer à la base à hauteur de 89,7 milliards. Et ensuite, on a décidé que ça serait 158 milliards d'euros. Et en fait, je vais vous le dire, la loi de finances a prévu tout simplement 111 milliards d'euros jusqu'en 2013. Ça veut dire que la France garantit, le FESF peut venir quand il veut, choper de l'argent à hauteur de 111 milliards d'euros sur les comptes des Français. Ensuite, donc ça c'est pour le FESF. Pour ce qui est du MES, la France garantit 142,7 milliards d'euros. Donc c'est des sommes, encore une fois, c'est trois fois l'impôt sur le revenu. C'est énorme, 3 ans d'impôt sur le revenu qu'on a garanti et qu'on est prêt à perdre pour payer la dette de certains États européens. Donc non seulement c'est des sommes faramineuses, mais surtout c'est des prises de décision qui sont impossibles et qui ne sont pas crédibles. Vous avez remarqué qu'on en est au millième Conseil européen, qu'il ne se passe jamais rien et que toutes ces décisions, c'est à chaque fois une dispute en 3 jours pour arriver à prendre des décisions. Et ce qui m'amène encore une fois à une citation que je m'étais fait à moi-même, voilà, donc je m'auto-cite. Et je pense qu'une bonne phrase pour résumer tout le problème, la meilleure solution serait qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, à méditer comme ouverture. Et enfin, la diapositive suivante, ça intéresse, pour avoir plus de détails, vous retrouverez tous les liens, dont notamment la catégorie MES qui se trouve dans le blog de la théorie du tout, ou d'autres sources à connaître un peu pour suivre tout ça. Il y a le site du Conseil européen, ouais, c'est pratique pour avoir les infos officielles, le site de la Commission européenne de la même manière. Il y a Euractiv.com et Euractiv.fr. Attention, parce que des fois, dans les Euractiv.fr, on va me prendre pour un conspi, mais c'est vraiment vrai. Dans Euractiv.fr, ils traduisent des articles de Euractiv.com en sectionnant des parties.
Donc faites quand même gaffe quand vous lisez un article en français, essayez de choper l'article en anglais. Et aussi, allez voir, aussi pour vous renseigner, le blog Contre la Cour qui se pose la question de la légalité, tout simplement, de tout ce Bronx vis-à-vis des traités, quoi. Donc voilà, je vous remercie. Et puis, si Anthony est d'accord, on peut passer par exemple aux questions pour un petit moment. Très bien. Bah, si, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, vous demandez la parole auprès de Mathieu, de Simon ou de moi-même, et on vous ouvrira le micro. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues au cas où un État aurait un gouvernement, ce qui semble peu crédible, mais aurait un gouvernement qui ne voudrait pas payer ce qu'ils sont obligés de payer. Est-ce que les sanctions sont prévues? Alors c'est intéressant parce que les traités ainsi que tout ce qui se passe autour du FESF ne prévoient pas de sanctions. Les traités MES, hein, je parle. Par contre, on a tout un nouveau volet sanctions là qui se fait en ce moment, notamment avec le six-pack qui a été voté par le Parlement européen. Et donc c'est des nouveaux règlements de la Commission qui lui permettent d'automatiser les sanctions, etc., etc. Donc ça, vous pouvez essayer de chercher sur le net six-pack ou aller sur le blog Contre la Cour où l'auteur a fait une grosse description, un gros travail justement sur les résolutions européennes qui parlent de ça. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la résolution sur la gouvernance économique européenne et ce blog aussi avait fait un travail là-dessus et avait comment on va dire, elle avait déminé en fait cette résolution. Et donc non seulement il y a le six-pack donc qui prévoit maintenant toutes sortes de sanctions, notamment à l'encontre d'États en déficit excessif, mais en plus vous voyez que là le dernier accord européen, moi j'ai le brouillon sur mon ordinateur, donc c'est le brouillon qui va être signé bientôt. Et en fait, cet accord-là va renforcer l'union budgétaire, on va dire, avec d'énormes sanctions, notamment, j'attire, alors là c'est quand même une super occasion de le dire, tous les candidats français à l'élection présidentielle qui vont vous dire qu'ils ne veulent pas la règle d'or, qu'ils ne mettront pas la règle d'or dans la Constitution, etc., sachez qu'ils se fourvoient et qu'ils sont en dehors du droit européen, parce que si l'accord est signé en l'état, l'article 9 de l'accord qui est en train de se préparer, là, son article 9, je crois, stipule que tous ceux qui ne mettront pas dans la Constitution donc cette règle d'or, enfin en tout cas ces mécanismes de correction de déficit, etc., pourront être traînés devant la Cour de justice des communautés européennes. Donc n'importe quelle personne qui vous dirait, ben moi, je la mettrai pas à la règle d'or, notamment M. François Hollande ou Mme Eva Joly, qui sont quand même des pro-européens affirmés, on pourra leur dire, ben écoutez, ça outrepasse les engagements qu'on a pris avec nos amis de la communauté européenne. Et toi, de ce que tu vois du projet, est-ce qu'il est possible qu'il ait une efficacité? C'est-à-dire, est-ce que ça peut nous prolonger encore l'Union européenne plutôt que d'avoir sa destruction? Ben, a priori, pour l'instant, je crois que l'efficacité, y a pas à rechigner, elle y est quand même malgré tout, dans le sens où les États qui ont emprunté en passant par le FESF, qui est en fait un écran, hein, c'est tout simplement un écran de crédit, en passant par le FESF, en fait, on ne peut pas savoir avec précision si c'est efficace ou pas, mais on s'en doute, parce qu'on sait qu'ils ont emprunté via le FESF à un taux d'intérêt qui était plus bas que ce qu'on imagine qu'ils auraient emprunté à la même période sur les marchés directement. Donc il y a un effet, il y a un effet qui est effectivement constatable. Par contre, il faut comprendre aussi que le FESF est efficace, effectivement, uniquement parce qu'il est triple A. Et en ce moment, vous savez il a été mis en surveillance négative par l'ensemble des agences de notation de référence en Occident. Et que si le FESF passe par exemple, en BBB ou en, je sais pas, en deux crans en dessous, comme on nous le fait penser là à la prochaine dégradation, l'efficacité, bonjour, quoi, elle sera beaucoup moindre. Parce que le AAA lui permet de monter entre, on va dire, 2 et 5%, quoi. Mais faire perdre le AAA, ça nous remonte entre 5 et 8%, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt parce que ça ferait des taux de 12 voire 14% pour les États. Donc ça sert à rien, quoi. Alors moi, j'en ai pas pour l'instant. Si tu veux regarder le chat, il y a éventuellement des gens qui peuvent interroger parfois. Oui, alors je vois Dave qui demande si au fond le FESF et le MES ne sont-ils pas là pour transformer des titres obligataires en CDS. Ben, en fait, je sais pas vraiment
ce que tu veux entendre par là, effectivement, ce qui se passe en fait, c'est que le, déjà le FESF ainsi que, non, le MES n'a pas ça, mais à la limite, on pourrait imaginer une excroissance. Le FESF, comme on l'a expliqué, peut proposer une assurance, par exemple, à 10% des. Donc ça, c'est l'approche dans l'effet de levier, c'est l'approche assurance, peut proposer une assurance donc qui est exactement, au final, la même chose qu'un CDS, hein, mais pour des obligations d'un État en difficulté. Donc il peut proposer jusqu'à 10% d'assurance sur ses obligations. Alors par contre, euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, le seul problème du FESF, c'est tout simplement le cas redouté dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le défaut. Et le défaut, de plus en plus de gens s'accordent à dire que bon, à peu près tous les États européens vont y passer, quoi. Donc tôt ou tard, en fait, cette structure sera en fait une bombe à retardement dans laquelle on va devoir verser énormément d'argent, et cet argent, comme on l'a pas, on va devoir l'emprunter. Et donc, effectivement, on a une dégradation de la situation des budgets publics qui va être assez hallucinante, si jamais ça se passe mal. Donc, ça pose certaines questions. Et justement, je crois qu'une fois qu'on a compris ces enjeux, on comprend beaucoup mieux la réaction des États européens quand notre cher, comment il s'appelle déjà? Papandréou, ouais, notre cher Premier ministre grec qui a démissionné depuis, a décidé de faire un référendum. Ben oui, là, les États lui ont dit non, non, toi, tu fais rien du tout, tu rembourses ce que tu avais, parce que sinon, c'est nous qui allons devoir mettre la main à la poche. Et donc, c'est un peu ça tout le système, quoi. C'est une espèce de contrainte européenne plutôt qu'une solidarité européenne. Et certaines analystes donc expliquent que, notamment certains juristes expliquent que tout ça est illégal, que ça contrevient à l'article 125 qui était, en plus l'article 125, il faut comprendre que c'était un argument du oui en 1992. C'est-à-dire qu'en fait, quand les séguinistes et tous les nonistes en 1992 ont dit, mais vous vous rendez compte, si on fait l'euro, on va devoir rembourser les dettes d'un État en difficulté, si jamais il n'y arrive plus. Et donc on avait garanti à ces gens-là que non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas du tout rembourser pour les autres, puisque, regardez, on a mis l'article 105 qui nous interdit de rembourser pour les autres. Or là, c'est exactement ce que l'on fait. Donc on outrepasse le traité, donc tout ça a l'air plus ou moins illégal. Alors il le justifie par des circonstances exceptionnelles, etc., etc., mais en gros, c'est quand même, on parle de gros transferts, de gros transferts de fonds, quoi. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils prêtent aux États avec un pourcentage plus grand que ce que eux ils empruntent? Parce qu'on peut comprendre qu'ils prennent un petit supplément, mais sur des sommes pareilles, par exemple du 2% de plus ou comme ça fait aussi des grosses sommes. C'est pas juste pour payer les gens qui travaillent là-dedans, quoique ils vont sans doute se donner des bons salaires. Donc, qu'est-ce qui justifie en fait d'augmenter le pourcentage et de pas prêter à 0% aux États justement? Ou en tout cas au même taux que eux doivent rembourser. C'est-à-dire s'ils empruntent à 5%, bah, prêter aux États à 5% aussi. Moi, je vais te dire, au départ, j'avais pas de souci avec ça. Je me disais, oui, c'est pour les coûts d'exploitation, c'est pour mieux gérer les liquidités, etc. Mais il est vrai que quand j'ai fait l'étude exacte des taux qui ont été faits, alors déjà, il me semble que tout ça est codifié, hein, c'est-à-dire que ils prennent 100 points de base pour le risque et 200 points de base pour enfin, je sais pas, les mecs, ils se démerdent un peu à faire ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, on arrive effectivement à des taux du simple au double et sur des sommes effectivement de 3 milliards d'euros, par exemple. C'est-à-dire, là, je crois que, ouais, enfin, c'est des écarts qui sont assez hallucinants. Et effectivement, c'est une très bonne question sur laquelle il va falloir faire des recherches parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui peut justifier un tel écart de taux en voyant notamment les sommes qui sont engendrées. Alors, après, j'imagine que ça leur permet d'être serein, d'être sûr que tout sera dans l'ordre, etc. J'imagine. Mais effectivement, ça fait beaucoup. Donc, c'est une question qu'il faudra rechercher. Ouais. Après, on a un auditeur qui dit c'est pour être éthique. Il y a peut-être un peu de ça dans le sens où faut pas faire passer l'idée euh, qu'on pourrait commencer à prêter, enfin à financer les États sans mettre un petit taux d'intérêt. Ça pourrait être une idée assez dangereuse à faire circuler. Ah oui, tout à fait. Il y a un aspect symbolique aussi, disons punitif, quoi, de dire bon, effectivement, mais malgré tout, qu'on arrange quand même globalement les États en difficulté, oui, effectivement, on pourrait les arranger plus en mettant moins. Et donc là, il y a un aspect punitif, oui, je pense. Il y a peut-être une symbolique aussi de rassurer les citoyens en leur disant, vous voyez quand même, on les rembourse pas, on leur prête pas pour rien, quoi. On va y gagner à l'affaire, quoi. Donc peut-être que
C'est aussi symbolique pour faire passer la pilule au niveau des opinions publiques, peut-être. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Christine Lagarde, lors du tout premier plan d'aide à la Grèce, c'était tout nouveau, souvenez-vous, la défense du gouvernement par rapport à ces dépenses qui avaient l'air faramineuses, c'était de dire, mais on ne dépense rien, on emprunte et on leur prête plus cher. Et donc, ne vous inquiétez pas, bons citoyens, on y gagne dans l'affaire. Ce qui est vrai tant qu'il n'y a pas de problème de défaut au niveau grec, bien entendu.